Pour beaucoup d'entre vous, ce que je vais dire maintenant sera un choc. En 2001, l'Ukraine a secrètement vendu à l'Iran, via des sociétés offshore chypriotes, 12 missiles de croisière. Portée 3000 km. Réfléchissez-y. 3000 km, c'est la distance que ces missiles pouvaient parcourir. Ces missiles étaient conçus pour une seule mission: atteindre Israël depuis l'Iran. 12 unités, tout le monde le savait, les acheteurs comme les vendeurs. L'argent est allé dans le budget ukrainien, mais peut-être pas tout à fait tout. En mai 2026, il y a 27 jours, le président de cette même Ukraine écrit une lettre personnelle au président des États-Unis d'Amérique. Dans la lettre, il y a une seule demande. Donnez-nous des missiles patriotes, enfin, comme ils s'appellent là-bas, PAC-3. Avec quoi intercepter les drones iraniens, les missiles iraniens que la Russie lance sur nos villes. Ce que l'Ukraine a vendu à l'Iran pour tirer sur Israël, maintenant ça tire sur l'Ukraine. La seule chose qui peut sauver l'Ukraine, c'est la victoire d'Israël sur l'Iran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous nous retrouvons tous dans ce piège. Est-ce le karma ou la géopolitique? Je ne sais pas. Mais la symétrie est assez frappante, n'est-ce pas? Oui. Regardons l'histoire des relations entre l'Ukraine et l'Iran. Depuis la création de la nouvelle Ukraine, bien sûr, après l'effondrement de l'Union soviétique. 1991, l'Iran est le premier à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. C'était en décembre. Les années 1990, 8 visites ministérielles, Iran-Ukraine, le président Kravtchouk à Téhéran. Des frères jumeaux, on se roule des pelles. 1992, l'Ukraine vend à l'Iran 8 missiles anti-navires, Moskit, Sunburn, comme on dit chez nous. 2001, c'est déjà Kouchma, non? L'Ukraine vend secrètement à l'Iran 12 missiles de croisière, ces fameux X-55 3000 km, donc capables de frapper Israël directement depuis l'Iran. C'est documenté. L'argent passait par des sociétés offshore chypriotes. Merci, chers Ukrainiens, nous avons bien reçu le message. 2016. L'Ukraine, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, vote pour la résolution 2334. Ces numéros ne vous évoquent rien? Juste des chiffres, non? Condamnant les colonies israéliennes. Et le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine déclare publiquement que ce que font Israël fait à Gaza, c'est comparable à l'occupation de la Crimée. Israël annule aussitôt la visite du Premier ministre ukrainien, évidemment. En novembre 2022, l'Ukraine vote pour transmettre à la Cour pénale internationale la question de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Où ont-ils trouvé ces territoires palestiniens? Israël a convoqué l'ambassadeur. On a expliqué à Israël que c'était nécessaire. En réponse à cette démarche, Israël ne soutient pas la résolution sur les réparations que la Russie doit verser à l'Ukraine. Ils disent non. En décembre 2022, Netanyahou appelle Zelensky. L'Ukraine ne se présente pas au prochain vote anti-israélien. On parle bien du vote? Remarquez, ils ne votent pas pour Israël. Mais il ne se présente pas au vote. Et je me souviens très bien, quand il était venu en Israël, en s'exprimant à la Knesset, Zelensky disait « J'en suis pas les chiens. Et je suis comme vous. Nous sommes des frères, mes grands-pères, avec les vôtres, ont souffert de l'antisémitisme. J'aime Israël. Israël doit exister car c'est la véritable patrie du peuple juif auquel j'appartiens aussi. Et après cela, on se demande pourquoi les Ukrainiens pensent qu'Israël, et même les Juifs en général, pourraient pas les soutenir dans leur lutte contre la Russie, alors que d'ailleurs, la Russie, l'Ukraine et l'Iran sont ensemble. Ils votent constamment pour qu'Israël soit jugé, que les Israéliens soient jugés, que les Israéliens soient expulsés, qu'on ne nous laisse pas vivre normalement, et que les Israéliens n'aient pas le droit de résister. Autrement dit, répondre. En somme, ils prétendent nous aimer, mais votent toujours contre nous. Pour information. Ce sont des données tout à fait officielles provenant du rapport de ce qu'on appelle ONU Watch. Pour la période de 2015 à 2025, l'Ukraine a voté pour Israël. 0 voix. Contre, 75%. Abstention. 25%, 0 pour Israël. Donc, 122 résolutions. Pas une seule fois. Jamais ils n'ont voté pour Israël. Et c'est ça, un véritable ami.
Et bien sûr, l'Ukraine a eu un retour de bâton. L'Iran a immédiatement trahi l'Ukraine, c'est-à-dire que même l'Ukraine a trahi Israël. Eh bien, dans la vie politique, on appelle ça un boomerang. Shaheds, eh bien c'est principalement le Shahed 136. L'élément principal de frappe de la campagne aérienne russe contre l'Ukraine. Autrement dit, l'Iran est le principal fournisseur de moyens aériens dans cette guerre contre l'Ukraine. Comme des Israéliens ont été tués par des Iraniens et des armes ukrainiennes, aujourd'hui des Ukrainiens le sont par des armes iraniennes. La première chose que je veux vous dire. Tout ce que je vous dis, ce sont des faits avérés. Un relevé brut. L'Ukraine a vendu à l'Iran en 30 ans, elle a voté sur Israël avec l'Iran. Équipée pour cela aujourd'hui. Sans émotion. Des chiffres et des résolutions. Rien d'autre. Aucune émotion. Il y a de l'émotion, oui. Deuxièmement. Je vous explique la mécanique. Pourquoi les missiles qui protègent actuellement Tel Aviv ne peuvent physiquement pas protéger Kiev en même temps. Américains. Et comment cela transforme la guerre d'Israël avec l'Iran en facteur numéro 1 de l'enlisement ukrainien. Séjour. Troisièmement, le plus gênant. Pourquoi l'Ukraine vote-t-elle officiellement contre Israël à la tribune de l'ONU et pas de manière informelle? Au cabinet présidentiel, on espère une victoire rapide d'Israël, car il est crucial pour eux que les missiles américains n'aillent pas en Israël. Ceux qui auront l'honnêteté de regarder jusqu'au bout sortiront de cet épisode avec une autre compréhension de la façon dont le monde fonctionne. Mais commençons un peu par l'histoire. Comment donc tout cela a-t-il commencé? Décembre 1991. L'Union soviétique s'est effondrée il y a 3 semaines. L'Ukraine est un pays indépendant depuis moins d'1 mois. Qui reconnaît l'Ukraine parmi les premiers? Devinez. Ni les États-Unis, ni l'Allemagne. La République islamique d'Iran. Qu'est-ce que les ayatollahs voulaient en d'eux? Et voici l'ayatollah Rafsanjani. Ils sont parmi les premiers au monde à reconnaître l'État ukrainien. Et une amitié commence. 30 ans d'amitié. Voilà, comme on dit, très proches l'un de l'autre, pour ainsi dire, dont on n'aime pas trop se souvenir aujourd'hui à Kiev. Dans les années 90, 8 ministres iraniens viennent en visite en Ukraine. 7 hauts fonctionnaires ukrainiens, y compris le président Kravtchouk lui-même, se rendent à Téhéran. Ils signent des accords énergie, transit, projets communs. Et aussi certains projets secrets. Mai-juin 2001, le président de l'Ukraine est déjà, donc, Kuchma. Une transaction secrète s'est conclue par l'intermédiaire de la société d'État Ukrspetsexport. Cette transaction a été révélée. On sait qu'il y a eu d'autres transactions, mais les détails ne sont pas connus. Mais celle-ci a éclaté au grand jour. 12 missiles de croisière X-55, 6 pour l'Iran et 6 pour la Chine. Plus tard, il a été confirmé que les 12 étaient passés par la Chine avant d'aller en Iran. Ils ont fait semblant de vendre à la Chine, mais en réalité, tout a été vendu à l'Iran. Même dans les documents secrets, ils mentaient. La portée de chacune, comme je l'ai déjà dit, est de 3000 km, c'est-à-dire qu'un missile lancé depuis le centre de l'Iran peut atteindre Tel Aviv. C'est exactement ce qu'elle faisait. Ce sont des missiles qui, à l'époque soviétique, transportèrent des ogives nucléaires. Sans ogives, mais avec des emplacements prêts à les accueillir. L'Ukraine fournissait secrètement à l'Iran des lanceurs, afin de tirer des missiles avec des charges nucléaires. Que ne ferait-on pas pour un ami, n'est-ce pas? L'argent de la transaction est passé par des sociétés offshore chypriotes. Et aucune main n'a pu les atteindre, ni celle de Kuchma, ni d'aucun autre. De quoi parlez-vous? Le scandale a éclaté par hasard, en réalité, 3 ans plus tard. Quand cela? En 2004, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait les enregistrements d'un certain major Melnychenko. À l'époque, les dirigeants ukrainiens ont essayé de tout nier, mais cela n'a pas marché. Il y avait des documents. Et tout le monde les a déjà vus, et vérifiés. Et ils ont dit qu'ils étaient authentiques. Ce n'est pas une question de morale, messieurs. Ce n'est ni une injustice, ni une question de justice. C'est de la physique des arsenaux. Ce que tu envoies, donc ça te revient. Parfois, même après 25 ans, parfois ça passe par des intermédiaires. Mais ça reviendra. Et parallèlement, il y a une autre ligne. Pas des armes. Nos votes à l'ONU. Prenez les données de ONU Watch, oui, dont j'ai déjà parlé. Une organisation indépendante de Genève qui tient un registre de chaque vote de chaque pays. Ils ont un rapport sur Israël, tous les 10 ans. De 2015 à 2025, 10 années complètes. L'Ukraine a voté pour Israël exactement 0 fois.
sur 122 résolutions concernant Israël. L'Ukraine, dans 75 cas, a voté contre Israël. Dans les 25 autres cas, elle s'est abstenue. Je vous ai donné les chiffres, c'est-à-dire, elle ne s'est jamais prononcée en faveur, pas une seule fois en 10 ans. Pas une seule fois en 10 ans. L'Ukraine. J'ai dit, les gars, vous êtes devenus fous ou quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? En réponse, Israël annule la visite officielle du Premier ministre ukrainien. Il se permet toutes sortes de condamnations publiques virulentes contre Kiev, mais il n'y a aucune résolution contre l'Ukraine. Avançons de 6 ans. Novembre 2022. La guerre fait déjà rage. L'Ukraine a désespérément besoin du soutien international. Et l'Ukraine vote en faveur d'une résolution qui transmet à la Cour internationale de justice la question de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Israël convoque l'ambassadeur ukrainien pour lui passer un savon. Je ne sais pas s'ils l'ont frappé. En Israël, c'est possible, même avec les pieds. Et quelques semaines plus tard, Israël ne soutient pas, comme je l'ai déjà dit, la résolution sur les réparations russes en Ukraine. Eh bien, comme on dit, œil pour œil. Comme dans l'Ancien Testament. Diplomatiquement, c'est logique, mais je pense qu'ils ont aussi donné des coups de pied. Et ces 30 années de vote contre Israël s'est aujourd'hui transformé en une dette. Une dette amorale et pragmatique qu'il faut payer à ceux qui possèdent un arsenal. De qui dépends-tu ? 2022. La Russie lance une guerre à grande échelle. Les stocks de missiles de haute précision russes s'épuisent au cours des 6 premiers mois. Ils ne s'y attendaient tout simplement pas. Oui, que faire ? Il faut une frappe aérienne bon marché et massive. Et voilà que la délégation russe, en juin-juillet 2022, se rend en Iran, sur l'aérodrome de Kashan. Elle examine les drones d'attaque iraniens. Shahed 129, 191, 136. Voilà, dit-elle, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Quelques mois plus tard, un accord est retrouvé. L'Iran vend les Shahed ainsi que le droit de les produire, envoie des spécialistes, des pièces détachées, il envoie tout. Et la Russie commence la production massive de ces Shahed sous son propre nom, Djeran, sur son territoire, à partir de pièces iraniennes. Et bien ensuite, et ainsi de suite. Et commence ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque semaine, des centaines de Shahed survolent les villes ukrainiennes. Le 24 mai 2026, cette même nuit dont j'ai parlé hier, 90 missiles et 600 drones. Six Sense. Eh bien, et en plus, il s'agit en grande majorité de Shaheds fabriqués à partir de pièces iraniennes et de conception iranienne. Chaque drone tombé sur Kharkiv, Lviv ou l'Ukraine. Sur Odessa, même là-bas. C'est en fait un salut lointain de ce même programme militaire iranien qu'il y a 30 ans l'Ukraine aidait. Les technologies, la couverture politique à l'ONU, les missiles. Seul Dieu sait ce qu'ils vendaient en la basse. C'est, mes chers amis, cette loi qui n'existe dans aucun manuel de diplomatie. Les manuels parlaient des intérêts nationaux. Mais la réalité dit que ce que tu as investi dans le programme militaire d'un autre il y a 30 ans te revient d'aujourd'hui. Parfois au moment le plus inopportun, et parfois au centuple. Et cela revient sous une forme à laquelle tu n'avais même jamais pensé. Eh bien, comme disaient nos ancêtres, tu bouffes là ce que tu as semé. Je veux m'adresser à vous, à ceux qui ont regardé jusqu'à ce point. Le like, c'est un signal pour l'algorithme et Sa Majesté l'algorithme qu'il y a des gens, c'est-à-dire vous, qui sont prêts à écouter non pas des infos de 2 minutes avec des titres accrocheurs, mais une analyse de 30 minutes, une analyse de 15, 20, 30 minutes avec des dates, des détails et tout ce qui s'ensuit. Et si vous voulez que ces analyses ne soient non pas seulement entendues par vous, mais aussi par une personne sur laquelle vous aimeriez avoir de l'influence, envoyez-lui cet épisode. Et c'est suffisant pour une personne. Et la prochaine fois, à un ami. Donc, abonnez-vous à la chaîne principale, en bas. Ici, chaque jour, 30 minutes d'actualité et d'analyse. Parfois dans une seule vidéo, parfois je divise en deux pour toute une série de raisons. Donc, des sujets complètement différents, parfois en 2 parties. Et maintenant, le plus brûlant. Si la première moitié s'appelait le boomerang, la seconde s'appellera la combinaison. Mais 2026, donc, de notre année. Les États-Unis mènent une opération appelée Epic Fureur. Fureur épique, Epic Fury.
contre l'infrastructure de missiles iranienne. Parallèlement, Israël protège son ciel contre la riposte iranienne. Et voici la mécanique clé, sans laquelle on ne peut rien comprendre. L'arme principale de la défense, le système Patriot avec ses missiles. C'est exactement ce dont je parlais. Là-bas, il y a le PAC-3. C'est le moyen d'interception de missiles balistiques le plus moderne et le plus coûteux de l'arsenal occidental. Il est fabriqué par la société Lockheed Martin dans une seule usine, à Camden, dans l'Arkansas. Donc, le rythme est sans de quelques centaines par an. Avant, c'était bien plus. En temps de paix, cela suffisait largement. En temps de guerre, 2 pays se battent simultanément. C'est gravement insuffisant. Chaque missile PAC-3 tiré au-dessus de Haïfa, c'est un missile PAC-3 qui, physiquement, n'arrivera pas à Kiev. Chaque équipe à Camden, à l'usine de Camden. Parti pour répondre aux commandes israéliennes. Et saoudiennes d'ailleurs. C'est une équipe qui n'est pas partie. Pour les livraisons à l'Ukraine. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais dire. Cela ne se dit pas, cela ne se dit dans aucun média ukrainien. Plus la guerre en Iran dure, moins l'Ukraine a de chances de survivre à cet hiver. Et inversement. Plus vite Israël et les États-Unis fermeront le front iranien, plus de missiles PAC-3 seront disponibles pour l'Ukraine. Cela signifie, littéralement et concrètement, que Zelensky n'a qu'une seule prière en ce moment. Et ce n'est pas pour lui-même, ni contre Poutine, mais pour la victoire d'Israël sur l'Iran. La victoire du méchant sur l'ami, rapide, définitive, pour que l'arsenal américain soit libéré afin d'approvisionner l'Ukraine. Zelensky ne le dira jamais. Publiquement, bien sûr, n'est-ce pas? 30 ans de vote contre Israël pèsent comme un boulet. Donc, au minimum, au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Mais en réalité, bien sûr, c'est même plus haut. Je n'arrive pas à le dire à voix haute. Mais dans la lettre que j'ai envoyée, à mon avis, c'est Stefachkina. Stefanitchina, mon Dieu. Stepachkina, Stefanishvili, Stefanitchina. Ce mercredi, elle a apporté ça à la Maison-Blanche. Et au Congrès. C'est exactement ce qu'on lit entre les lignes. Demandez-vous, mes chers, dans quel autre monde, à part celui-ci bien réel, peut-on voir un pays voter contre Israël pendant 30 ans? Dépend maintenant de la victoire militaire israélienne pour survivre, contre celui avec qui l'Ukraine était amie depuis 30 ans et, dit-on, s'embrassait à pleine bouche. C'est ici qu'un autre niveau commence. Malheureusement, c'est douloureux pour les patriotes ukrainiens. Mais c'est honnête. Israël n'est pas stupide. On peut dire là-bas des choses horribles, des choses terribles, parler des Juifs de façon insultante, utiliser des mots très durs, oui, mais Israël n'est pas stupide. La direction israélienne s'en souvient. Et 2001, et 2016, et 2022. Chaque vote. Et il se souvient qu'en février 2025, Israël a voté pour la première fois depuis le début de la guerre à l'ONU. Contre la résolution protégeant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, là, avec les États-Unis et avec la Russie. L'ambassadeur ukrainien a alors déclaré que cela était difficile à comprendre. Je vais vous expliquer maintenant à quel point il est facile de comprendre cela. Il n'y a rien de métaphysique là-dedans. C'est un exercice pédagogique issu de l'école réaliste des relations internationales. Un État qui vote contre toi pendant 30 ans ne reçoit pas ton aide, même lorsqu'il est en guerre. Point final. Il ne reçoit pas ton aide quand il est lui-même en guerre. Alors, tu ne reçois pas d'aide quand c'est toi qui es en guerre. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est du pragmatisme. Israël, en plus de cela, joue une autre partie complexe. En Israël, il y a près d'1 million de juifs russophones. Historiquement, le canal de sécurité d'Israël concernant la Syrie et le Liban passait par le commandement aérien russe. Un simple coup de téléphone à Poutine. Mais les avions israéliens ne pourront pas survoler Damas. C'est un prix trop élevé à payer pour la guerre de quelqu'un d'autre. D'autant plus pour la guerre d'un pays qui t'a nui de toutes les manières possibles. Disons-le comme ça, non? C'est pourquoi Israël, en 4 ans, n'a jamais fourni un seul dôme de fer à l'Ukraine. Pas un seul PAC-3. Seulement de l'aide humanitaire et des médicaments, alors qu'ils en fournissent aux Arabes sunnites du Golfe Persique. Pas des PAC, bien sûr. Oui, des éléments du dôme de fer. Et cela, à son tour, alimente encore davantage le ressentiment ukrainien envers les Juifs. Mais se vexer, c'est pour la vie privée. En géopolitique, le ressentiment est la ressource la plus inutile. En géopolitique, il n'y a que des dettes. Et devinez quoi d'autre? Des arsenaux.
Des armes. L'Ukraine traîne aujourd'hui une dette héritée de son passé, envers Israël. Elle n'a pas été remboursée. La seule monnaie avec laquelle l'Ukraine peut rembourser cette dette, c'est un changement de comportement. Réel, visible. À partir de cet instant. Je vous ai promis que vous sortiriez de cette émission avec une compréhension différente. Nous allons tirer 4 leçons. Elles s'appliquent aussi bien à l'Ukraine qu'à chacun de nous, d'ailleurs. Leçon numéro 1. La politique internationale n'a pas d'amis. Il n'y a que des conséquences. Joseph Staline a dit un jour que l'URSS n'a pas d'alliés permanents ni d'ennemis permanents. Elle n'a que des intérêts permanents. Je ne suis pas un grand admirateur de Staline, comme vous le savez. Mais dans cette phrase, il ne mentait pas. En général, c'était un homme talentueux, un génie du mal, mais comme on dit, il n'était pas sans capacité. Chaque pays qui oublie cette loi le paie de la vie de ses propres citoyens. Leçon numéro 2. Ce que tu vends aujourd'hui te tire dessus demain. Exactement. Ce que tu vends aujourd'hui te tire dessus demain. Ça ne concerne pas seulement les armes, ça concerne aussi la technologie, les idées, la réputation. L'Ukraine a vendu des missiles à l'Iran pour équilibrer son budget dans les années 90. Oui, c'est clair, il voulait de l'argent. Aujourd'hui, ces missiles se trouvent dans l'arsenal stratégique de celui qui fournit les Shahed contre l'Ukraine. 25 ans. C'est une courte période pour l'histoire. C'est long pour nous, pour les gens. Mais il est passé. Troisième leçon, l'ONU, c'est du théâtre. Mais l'arsenal, c'est-à-dire les muscles, les dents, ça c'est la réalité. Le vote à l'Assemblée générale ne décide absolument de rien. La tribune, c'est une posture. Celui qui vote pour toi à la tribune peut ne rien t'apporter au moment du danger. Et le pays qui vote contre toi peut s'avérer être le seul pays dont la victoire militaire te sauvera. Eh bien, et ce même Berdiaev dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'aime beaucoup son livre « La philosophie de l'inégalité ». Il l'a formulé avec précision. L'égalité formelle des voix a toujours été un mensonge. Formelle donc, la véritable hiérarchie est une hiérarchie de volonté et de force. De volonté et de force. Il faut absolument une combinaison des deux. De volonté et de force. L'un sans l'autre, rien ne marche, peu importe ce que tu as. Seule la combinaison fonctionne. Quatrième leçon. Et pour chacun d'entre vous personnellement. Dans la vie, c'est exactement pareil. Chaque mot prononcé contre quelqu'un parce que c'est à la mode, parce que tout le monde le dit, parce que je ne risque rien pour ça, s'accumule. Et quand un jour vous aurez besoin de celui contre qui vous disiez cela, pensez-vous qu'il l'oubliera ? C'est, mes chers, ce petit travail sur soi dont je parle chaque jour. Faites attention à vos paroles. Comptez vos voix. Pas celles de l'ONU, mais les vôtres dans de petites discussions. Elles comptent aussi, elles s'accumulent aussi, elles reviennent. Je n'aime pas finir sur une note pessimiste, comme vous le savez, alors un dernier tournant. L'Ukraine a-t-elle une voix ? Oui. Elle est très simple. Ce qui est simple est toujours difficile à inventer, n'est-ce pas ? Nous avons quelque chose de si simple, juste sous notre nez. La première chose à l'ONU, arrêtez de voter contre Israël. Il n'est même pas nécessaire de voter pour. Maintenant, ça va sembler comme si c'était, acheter ou que vous appelez ça une nécessité, n'est-ce pas ? S'abstenir. Abstenez-vous au moins. À chaque fois. Comme cela a été fait en septembre 2024 concernant Jérusalem. Ce sera déjà un changement. On le remarquera à Jérusalem. Deuxièmement. Au niveau de la classe politique, il faut reconnaître publiquement le fait. Ce qui a été vendu dans les années 90 et en 2001 était une erreur. Pas une erreur morale, mais stratégique. Zelensky l'a déjà en partie dit dans une interview l'automne dernier, mais il faut le dire haut et fort, pas pour l'Occident. Il faut le dire à nous-mêmes, aux Ukrainiens. Pourquoi ? Pour comprendre que des erreurs ont été commises et pour essayer de ne plus les refaire à l'avenir. Troisièmement. Changer totalement de rhétorique. Le fait que le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine ait comparé la Cisjordanie à la Crimée en 2016 a été une catastrophe diplomatique qui a duré 10 ans. Il faut retirer ce langage de l'usage officiel. Une fois pour toutes, je ne sais pas s'ils le feront à Kiev. Tout dépend de Zelensky ou peut-être de son successeur.
s'il pourra dépasser ses vieux réflexes et accepter ce que la réalité exige. Et la réalité tient en une seule phrase. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin qu'Israël l'emporte, rapidement et définitivement. Parce que ce n'est qu'alors que le patriot américain, au lieu de rester au-dessus de Tel Aviv, ira défendre Kiev. Et ça, mes chers spectateurs, ce n'est pas un paradoxe, c'est une leçon. Ce serait bien d'en tirer les leçons. Et non pas dormir en classe. Une leçon sur le fonctionnement du vrai monde, pas celui des manuels ni celui que les mères racontent à leurs enfants. Tout ira bien. Dors. Celui où nous vivons, vous et moi. Et une petite remarque personnelle pour finir. Il y a 30 ans, dans les années 90, l'Ukraine avait le choix. Devenir pleinement une partie de la civilisation occidentale. Même dans ses relations avec Israël. Ou bien jouer la carte du multivectorisme. La classe politique ukrainienne a choisi la seconde option. Pendant 30 ans, cela paraissait plus avantageux. Et puis Israël, petit pays sans ressources, que pouvait-il offrir ? Mais les grands ont beaucoup. Peut-être donneront-ils quelque chose. Aujourd'hui, ce choix coûte des drones Shahed non interceptés au-dessus des Ukrainiens. Si tout avait été fait différemment, les Shahed n'auraient pas frappé. Les cibles, je veux dire. Voilà, mes chers, la principale leçon de la liberté, celle dont écrivait Galambous, et que Hilary Hillel a répété il y a 2000 ans. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Ce n'est pas une règle sentimentale, ce n'est pas une philosophie, c'est une loi de survie. Quand les peuples enfreignent cette loi, les conséquences arrivent dans 25, 30 ou 100 ans, mais elles finissent toujours par survenir. Messieurs, regardez l'histoire, elles arrivent toujours, toujours. S'il y a une personne dans votre vie à qui vous voulez transmettre cette leçon, envoyez-lui cet épisode. C'est suffisant. Demain, à la même heure, le prochain épisode sur la chaîne principale, 30 minutes d'actualité et d'analyse. Peut-être 1 ou 2 épisodes, je ne sais pas. J'ai déjà dit que quand les sujets diffèrent de beaucoup, j'en fais 2. Et si vous voulez une analyse plus approfondie, une étude de fond, sans la précipitation des actualités avec Galambous, Berdiev, Hillel, venez sur la feuille de route vers la liberté. C'est une chaîne séparée. À la base, il y a 2 épisodes par semaine pour ceux qui aiment comprendre, réfléchir et analyser. Le lien sera dans la description. Et souvenez-vous, chaque mot d'aujourd'hui est une graine de ce qui vous arrivera demain. À très bientôt.